Mercredi 13 décembre 2023, 21h15. Novotel du Forum des Halles. Marc et Delphine sonnaient mercredi dernier aux alentours de 18h30. Ils s'installaient, visiblement pour l'apéritif tout d'abord. Puis Marc a évoqué un dîner qui pourrait suivre. Roland et moi avons saisi l'allusion au vol et Roland est immédiatement sorti en quête de provisions pour le repas. J'ai rapidement compris la raison de leur visite impromptue. La deuxième échographie de Delphine venait d'avoir lieu. Marc l'avait accompagnée. L'événement m'était sorti de l'esprit lorsqu'ils étaient arrivés. Simon nous a rejoints une petite heure plus tard après sa journée de travail. L'intention de Marc et Delphine était de fêter l'annonce du sexe de leur enfant. Le bébé sera une petite fille. Marc a longtemps affirmé ne jamais vouloir devenir père. Il ne pouvait concevoir d'assumer une telle responsabilité. Il a sauté le pas, franchi l'obstacle, passé la barrière. Je sentais l'émotion qui rapprochait ce soir-là Delphine et Marc, leur complicité par des gestes et des regards discrets. J'étais moi aussi touchée. Je n'oubliais pas le long chemin qu'avait parcouru Marc avant qu'il ne découvre ce nouveau paysage. 2 jours plus tard, le vendredi 8 décembre à 22h04, Delphine envoyait une petite vidéo sur notre groupe familial WhatsApp. Elle commentait oralement Opération Noël en cours. Leur salon, aux 2 cours de Valbois, débordait de boîtes et de sacs en tout genre. Ils avaient rassemblé toutes les décorations de Noël, les leurs, ainsi que celles de Manou, qui nous a quittés et qui renouvelait régulièrement son stock de guirlandes et de boules. Chaque Noël était caractérisé chez elle par une couleur différente. Delphine balayait avec son téléphone les impressionnants monceaux de papier et de boîtes qui encombraient l'espace. Le coin canapé d'abord, puis ordinateur et fenêtre, jusqu'au moment où elle nous dévoilait Marc, debout, près du sapin qu'il était occupé à décorer. Delphine commentait d'une voix bien timbrée Opération Noël en cours. Marc se tournait vers la caméra. 2 grosses boules blanches dans une main et 2 autres, de belle taille également, accrochées à ses oreilles. Il se balançait comme s'il dansait. De droite et de gauche, il souriait à l'objectif, sachant qu'il était comique. On pouvait se moquer, ainsi affublé. Marc décorait le sapin de sa maison. Il nous faisait des signes pour témoigner du bonheur du moment. Samedi 16 décembre, le matin, j'écoutais les psaumes de la Bible, début. Dans la journée, en pointillé, le meurtre de la renarde, de Michel Lajoux, au Cherche-Midi, et Mon beau navire, de Anne Wiazemski chez Gallimard. L'après-midi, en me baladant, j'ai réécouté, car je l'avais écouté trop vite la première fois, La vie quelque part de Anita Bruckner. La nuit, pour favoriser mon sommeil, Salammbô de Flaubert. Dimanche 17 décembre, Psaume et Mon beau navire. Lundi 18 décembre, le matin, encore au lit, j'ai lu et écouté, j'avais le texte sous les yeux, le début de la Bible pour les nuls. J'ai écouté dans la journée de longs extraits de Orlando de Virginia Woolf. J'ai poursuivi l'écoute de Mon beau navire et des psaumes. J'ai écouté la fin de L'île au trésor de Stevenson. Mardi 19 décembre, quelques courts extraits de L'île au trésor et de Moby Dick de Herman Melville, suite de Mon beau navire et des psaumes. Mercredi 20 décembre 2023, 10h45, au Novotel du Forum des Halles. Une semaine est passée depuis le dernier texte, écrit en ce lieu. Dimanche soir, Roland était en cuisine. J'étais dans l'ex-chambre de Simon, je corrigeais des textes audio qui appartiennent au domaine public, que j'avais lus et que j'adresse à littérature audio. Ou bien, je travaillais peut-être à la présentation de mon dernier livre, décembre 2016, mai 2017, La course de Nîmes, que j'avais terminé mercredi dernier ici, dans ce même salon du Novotel des Halles. Simon a sonné le premier pour le dîner en famille du dimanche soir, puis Marc et Delphine sont arrivés.
Ils descendaient du 3e étage. Ils avaient passé l'après-midi dans l'ancien appartement de Manou, qui maintenant, depuis le 28 novembre, date où la famille au complet, y compris le frère et la sœur de Roland, s'est trouvée réunie chez le notaire, qui maintenant donc appartient à Marc. Delphine et lui s'y installeront dès qu'il aura été vidé de ses meubles et rénové également. Ils avaient passé une partie de l'après-midi chez eux. Les déménageurs débarrasseront l'appartement le 27 décembre. Marc et Delphine avaient déposé les objets qu'ils souhaitent conserver dans la cuisine et la salle de bain, 2 pièces qui ne seront pas visitées par les déménageurs. Depuis des semaines, je vois des photos apparaître chez nous. Elles proviennent de l'appartement de Manou. Marc et Delphine n'ont pas manqué, ce soir-là également, d'en rapporter quelques-unes. Chacun les a regardées avec attention. L'une d'entre elles montrait Roland, âgé peut-être de 14 à 16 ans, debout près de son père, sur le bord d'un rocher qui dominait la mer à Salaya, en Espagne, là où Roland a passé presque tous ses étés d'enfant en famille, là où Roland, les enfants et moi sommes allés également tous les ans, environ jusqu'à l'été 2010. Roland et Marc étaient émus. La même photo aurait pu être prise avec eux deux, le père et le fils, en lieu et place de Roland et son père. Le même lieu, la même position des personnages, la même attitude, chacun penché sur une canne à pêche identique. Le père transmettant à son fils son goût pour la pêche. Sur une autre photo, on m'apercevait, visage et épaules, au travers de la fenêtre de notre caravane que nous avions installée dans le grand terrain de Champs-les-Vignes, à la campagne. Nous y sommes longtemps allés le week-end et pendant une partie des vacances, tant que les enfants, encore des enfants, sentaient leur cœur qui s'emplissait de joie et leur corps entier qui désirait s'ébattre vers les arbres. À peine où franchissions-nous le portail du grand jardin. Nous n'habitions pas la maison qui était la maison de campagne de Manou et Marcel. Nous préférions être indépendants. J'avais moins de 40 ans sur ce cliché. Elle est étonnante cette photo, m'a dit Marc. Tu es toujours tendu sur les photos. Sur celle-ci, tu es bien, vraiment bien. Je ne peux retranscrire ces paroles exactes. L'anecdote appartient au passé. J'ai entendu, tu n'es plus maintenant ni jeune, ni jolie, ni souriante, ni à l'aise, ni heureuse sur les photos. J'ai entendu aussi, dans la vie quotidienne, Delphine prend beaucoup plus de photos que toi. Elle aime, et elle est photogénique. J'ai interprété qu'il me critiquait dans l'absolu, et aussi par comparaison avec Delphine, qui, en ce domaine, quant à l'apparence du bonheur, et donc sans doute également quant au bonheur lui-même, est bien plus douée que moi. Je ne suis pas triste. Son couple, par rapport à celui que nous formons, Roland et moi, est tout jeune. Il a tout ou beaucoup à prouver, tout ou beaucoup à créer, tout ou beaucoup à vivre. Je ne suis pas triste, car Marc a besoin de s'affirmer par rapport à moi, ou de valoriser les qualités de Delphine par rapport aux miennes. Les compliments qu'il m'avait adressés sur mon apparence passée n'en étaient pas réellement. Ils n'étaient que les quelques propos favorables qui lui ont permis d'exprimer en cette occasion la vision par ailleurs largement moins positive qu'il a de moi. Nous avons bien dîné ce soir-là, comme d'habitude, gâtés par les soins gastronomiques de Roland. J'ai apporté les crêpes alors que nous avions rejoint le canapé de la grande salle. Le match de football du dimanche soir était diffusé à la télévision. Nous avons rapidement évoqué le sujet de l'éducation des enfants. J'ai probablement parlé de culture, d'abstraction, de littérature, de capacité à réfléchir. J'ai oublié le contenu précis de mes paroles. Je me souviens en revanche de la réponse que me fit Delphine. Je pense, m'a-t-elle dit, que l'on peut très bien réussir dans la vie sans avoir son bac. Elle évoquait le cas de son frère aîné, ainsi que celui de son cadet. Je n'en doute pas. Je parlais de moi, je suppose.
Je dois avoir besoin de ces superstructures que l'on pourrait qualifier d'intellectuelles. Le terme intellectuel étant, comme chacun sait, connoté plutôt négativement. La veille, samedi soir, Simon était passé dîner à l'improviste. Nous étions à table, Roland était présent, je l'interrogeais sur la semaine qu'il avait vécue dans son appartement de l'autre côté du boulevard. J'appris qu'il était sorti lundi soir. J'ai continué à le questionner. Il précisa qu'il avait rencontré une jeune fille par l'intermédiaire d'un site. Il la voyait pour la première fois. Qu'en avait-il pensé? Y aurait-il une deuxième fois? Son opinion sur le sujet ne semblait pas bien définie. Roland exprima son scepticisme relatif à l'intérêt de ce genre de site de rencontre. Tu sais, je dis à Simon, tu pourrais peut-être participer à la chorale des jeunes de la paroisse. Je suis au courant, maman. Tu me l'as déjà dit, m'a-t-il répondu gentiment. Ce n'est plus la peine de me le répéter. Livres écoutés et films vus du 27 décembre au 3 janvier. Livres. Extrait de Moby Dick et de Salammbô. J'ai écouté Au temps du roi Édouard de Vita Sackville-West. J'ai réécouté la nouvelle Les Mains et la nouvelle Les arbres et les pierres du recueil Dans la paix du soir de Augustine Bulto. J'ai terminé Mon beau navire de Anne Wiazemski. J'ai écouté le début du Crime de la renarde de Michel Lajoux. J'ai écouté Toute passion abolie de Vita Sackville-West. Des extraits de Mes mémoires d'Alexandre Dumas. J'ai réécouté à rebours Nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb. Des extraits à rebours de Raison et sentiment de Jane Austen. Le début de La cousine bête de Balzac. Suite de Que ma joie demeure de Giono. Et écouter L'héritier de Vita Sackville-West. Le début de la musique de la danse de la ronde du temps de Anthony Powell. Des extraits de Enquête sur les anges de Anne Bernet. Le début du Diable à Westies de Vita Sackville-West. Et écoutez à rebours la nouvelle Le roseau révolté de Nina Berberova. Et écoutez à rebours deux nouvelles, Les Vierges et L'ami et la femme du recueil Les Vierges de Irène Nemirovsky. Le début de la nouvelle Mon jeu du même recueil. Et réécouter des extraits du journal de Pierre Loti, 1879. Et le début de Vita, une biographie de Vita Sackville-West de Victoria Glendinning. Film vu La faille, 2007 de Grégory Hoblit. Le début de Lola Montes de Max Ophüls. Gone Girl, 2014, David Fincher. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivett, 2013 de Jean-Pierre Jeunet. Hors des, La parole de 1955 de Dreyer. Nostalgia 2022 de Mario Martone. Demain ce seront des hommes 1959 de Jack Garfin. Mercredi 3 janvier 2024, 12h15, dans le salon du Novotel des Halles. Les fêtes de Noël et du jour de l'an sont passées. Cette période est difficile, car elle est chargée de souvenirs, de traditions et de sentiments intimes et profonds. C'est l'occasion pour Roland de proposer à sa famille des mets exceptionnels. Il s'est concentré pendant des jours, voire des semaines, en vue des fêtes pour concevoir au mieux les deux menus les plus complexes qu'il devait prévoir. Celui du 24 décembre au soir, les trois jeunes venaient dîner après la messe, nous allions ensemble à 21h.
Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Simon seul nous rejoignait. Un autre repas important était celui du 1er janvier, prévu pour 13 heures. Les 3 jeunes étaient de nouveau présents. Maman devait également nous rejoindre. De plus, Simon nous a fait la surprise, à l'improviste donc, de s'inviter le vendredi 22 décembre au soir. Il s'est manifesté en ce sens vers 17 ou 18 heures sur le groupe familial WhatsApp. Il a nommé cette rencontre impromptue le dîner de pré-Noël. Marc et Delphine se sont joints à nous. Les événements ont respecté cette organisation à la réserve près que maman n'est pas venue le 1er janvier. Elle avait pris froid. Ce type de malaise lui provoque des nausées et un épuisement pendant presque une semaine. La valeur de mes jours passe par les rapprochements que je peux vivre sur cette terre avec ceux que j'aime. Je me lève chaque matin, contente, parce que je retrouve Roland. Il y a d'abord le bonjour du matin. Puis intervient une proximité plus ou moins marquée entre nous. Le plus souvent, Roland reste dans l'appartement. Je l'aperçois, je situe sa présence physique, ou bien il sort, mais il me dit alors quelles sont ses occupations. Nous honorons ensuite, lors du déjeuner, notre rendez-vous quotidien en tête-à-tête et en bavardage. Pour lui, il s'agit de s'alimenter, pour moi, il s'agit de parler. Nous passons à table à 13 heures, sauf exception, comme aujourd'hui par exemple. J'écris ici, dans les salons du Nouveau-Hôtel, depuis 12h15 maintenant. Je passerai ensuite au Père Tranquille, déposer des livres que je ne garde pas à la maison, puis j'irai à Saint-Sulpice, échanger mon cadeau de Noël que j'ai offert à Roland. Notre tête-à-tête débutera à 15 ou 16 heures, ou plus tard encore. Il nous suffit de prévoir ce type de retard. Le décalage est parfois de mon fait. D'autres fois, Roland en est à l'origine. L'après-midi ensuite n'est pas très différent. Roland sort le chien, moi aussi assez souvent, mais un peu plus tard. Et il m'arrive de passer à l'église. Je glisse alors mon petit chien dans un sac. La messe, qui dure une demi-heure en semaine, débute à 19 heures. J'arrive parfois au début de la messe, d'autres fois en cours de célébration. L'église ferme ses portes à 20 heures. Et, lorsque la messe est terminée, je m'assois de temps en temps près du Saint-Sacrement. Le soir, j'essaie de choisir un film intéressant. Le plus souvent, pendant sa diffusion, je photographie des livres, afin de les transformer ensuite en fichiers audio. Mes occupations en ce moment, à proximité de Roland, consistent à terminer mon livre. Décembre 2016, mai 2017, La course de Nîmes. J'appelle maman, nous lisons, je range, je passe ainsi mes journées près de Roland. Et aussi à proximité de quelques amis grâce à des liens décalés permis par nos merveilles technologiques que sont nos téléphones ordinateurs. J'échange quotidiennement avec Chloé. Je lis et commande chaque semaine des textes de l'atelier d'écriture du Châtelet, animé par Yves Couder, auquel j'adresse par mail des consignes d'écriture. Les participants commentent quant à eux des extraits de mon livre Vers mon père. J'ai des liens fréquents avec Gabriel, avec Annette Mahé, avec Christopher, avec Fanny. J'ai une conversation téléphonique de 2 heures tous les 15 jours avec Irène Sophia. Nous dînons au moins une fois par semaine, le dimanche soir, avec les 3 jeunes. Comment ai-je vécu ces fêtes de fin d'année? La soirée de pré-Noël, ainsi dénommée par Simon, fut agréable. Roland avait improvisé le dîner sans problème, je n'ai pas été dépaysée. Le repas était habituel, nous avons parlé. Mes souvenirs de cette soirée ne sont désormais plus très précis, mais j'ai probablement animé de loin en loin la conversation à ma façon, et sans trop d'ostentation, lorsqu'elle devait faire mine, à mon goût, de perdre un peu trop de sa vigueur. Vint ensuite le surlendemain, le réveillon de Noël. Roland avait déployé beaucoup d'énergie pour le repas. Nous sommes arrivés assez tard à la maison après la messe, aux environs de 22h30. Je fus incapable d'intervenir dans la conversation. J'étais bloquée. C'était Noël, un grand soir exceptionnel. Roland s'était fatigué pour cette rencontre familiale. Je n'osais pas parler. Je ne parvenais pas à me comporter comme d'habitude. Les mets défilaient. L'entrée choisie par Roland était un plat d'huîtres gilardeau de grande taille,
au nombre de 12 pour chaque convive. Suivait un rôti de chapon. Regarde, m'a discrètement dit Roland, l'air inquiet et apparemment agressif. Regarde, il n'y en aura pas assez. Nous avions convenu ensemble, considérant l'ampleur de l'entrée, de ne proposer qu'un seul chapon le soir du réveillon. Nous réservions le deuxième pour le déjeuner du lendemain, auquel Simon seul participerait. Roland me critiquait. Durement, m'a-t-il semblé. Comme s'il me reprochait d'avoir été peu intéressé par les repas ou de mauvais conseils concernant l'aspect alimentaire de cette belle fête. Le dessert préféré des 3 jeunes, une glace Viennetta, terminait le dîner. Je n'appréciais pas. Chacun commentait le contenu de son assiette. J'étais incapable de prononcer une parole, incapable de proposer un voyage ailleurs avec les mots. J'ai tenté pendant quelques instants de me recueillir dans la prière. « Est-ce que ça va, maman ?» s'est immédiatement inquiété Simon. « Oui, bien sûr, l'ai-je rassuré au plus vite avec un sourire réconfortant. Et j'ai abandonné mes velléités de recueillement. J'étais triste en me couchant. Ce moment aurait dû créer, normalement, comme d'habitude, un rapprochement avec mes enfants. Il n'avait suscité en moi qu'un sentiment d'angoisse, ainsi que la vague crainte de m'ennuyer. Je n'avais pas été naturelle, en raison, je le suppose, de l'intensité affective et matérielle investie par Roland en ces instants de fête. J'étais restée loin, et surtout coupable. Une mère qui n'apprécie pas Noël avec ses enfants est une femme indigne. Le déjeuner du lendemain avec Simon fut du bonheur. Nous avons été proches. J'étais inquiète le 1er janvier, qui suivrait une semaine plus tard. Depuis toujours, une réunion familiale au sens large est prévue ce jour-là, qui est, comme chacun sait, le 1er jour de l'année, et pour nous, particulièrement, l'anniversaire de Marc. Je craignais de connaître la même tristesse, en raison du caractère exceptionnel du moment, en raison de l'effet petit plat dans les grands. Je fus modeste. Si par malheur, me disais-je avant le jour des festivités, il m'arrive de vivre le même blocage, je ne sautillerai pas, malheureuse intérieurement, en me critiquant moi-même, durement, d'être passive et ennuyeuse et ennuyée. J'accepterai. Je me suis comportée ainsi. Les conversations n'atteignirent pas des sommets d'animation, mais je m'y attendais. Ce fut un moment de proximité, à leur façon. J'ai participé, certes, modestement, aux paroles qui étaient échangées. Mais un peu plus, cependant, qu'une semaine plus tôt. Je ne pouvais pas être plus active. Roland était détendu. Il prenait la parole, fréquemment si l'on considère son tempérament habituellement peu expansif. J'ai peut-être imprimé si systématiquement le mouvement de la parole au sein de nos relations familiales que Roland en vient, alors qu'il est intérieurement moins lunatique que moi, à prendre spontanément l'initiative de la conversation, sans problème, quand il se trouve être en forme. J'avais conscience de la douceur du moment. Les moments d'exception, officiellement définis comme festifs, ne me réussissent pas. Mais ce jour-là, je lâchais la barre. Le bateau parvenait à naviguer, plutôt paisiblement, sur son aire. Je remplissais tranquillement le lave-vaisselle, le bazar, sans cette intervention domestique, même avec la venue de Lucia le lendemain, aurait été amplement trop monumentale. Je rangeais, donc, pour le côté pratique de l'affaire et aussi parce que les échanges, par ailleurs, n'étaient pas extrêmement denses ni intenses. L'idée de regarder un film n'était pas évoquée. Marc a 33 ans et il est préférable que l'initiative ne vienne pas de moi. J'étais dans la cuisine lorsque j'ai entendu parler d'activités à entreprendre ensemble. S'agissait-il de proposer un film ou un jeu? Je me suis précipitée vers le salon. Je voulais montrer mon enthousiasme. Tel était le minimum dont je pouvais faire état, étant donné l'image que j'avais de moi-même, celle d'une mère indigne, ingrate et compliquée. Je vais parler avec entrain de la famille Tenenbaum de Wes Anderson. J'avais acheté le DVD
pour que nous le regardions justement, éventuellement cet après-midi-là. Marc a apprécié mon choix. Très bien, m'a-t-il dit. Oui, ce serait bien. Mais pour une autre fois, peut-être. Nous nous sommes orientés vers un jeu. Marc et Delphine en avaient un nouveau qui proposait des questions sur différents thèmes. J'ai pris mon tricot, je me suis bien amusée. Nos trois nous ont quittés vers 17 heures. Les liens que nous établissons avec nos enfants dans la vie quotidienne me sont précieux. Ils font partie des moments de proximité avec ceux que j'aime. Ils constituent ma raison d'être. Mais les moments de proximité considérés comme exceptionnels me posent problème. Je crois qu'il me faudra désormais, afin de les vivre au mieux, adopter dès l'origine un profil extrêmement bas. Je devrais m'attendre à l'irruption de la tristesse, et alors seulement, dans ces conditions, d'éventuelles surprises, plutôt plaisantes, seront peut-être susceptibles de s'épanouir, sans que je m'y attende, justement. Livres, sorties et films. Entre le mercredi 3 et le mercredi 10 janvier 2024. J'ai lu la nouvelle L'enfant génial de Irène Nemirovsky. J'ai terminé le recueil Les Vierges et autres nouvelles du même auteur. Quelques titres de ces nouvelles: La Grande Allée, L'inconnu, La peur. J'ai écouté des extraits de mes mémoires d'Alexandre Dumas, des extraits du tome 1, c'est-à-dire Une question d'éducation, de La musique de la ronde du temps d'Anthony Powell. J'ai lu le début de La vie d'Irène Nemirovsky, sa biographie, par Olivier Philippona et Patrick Linard. J'ai réécouté des extraits de Journal 1879 de Pierre Loti. J'ai assisté au cours de l'Association des historiens, cours sur culture et mode de vie au XVIIe siècle, et à la présentation du livre Brigitte Si par Brigitte Bramy aux éditions Unicité. Les films: Rifkin's Festival 2022 de Woody Allen, une demi-heure de American Beauty 1999 de Sam Mendes, une demi-heure de L'enfant aux cheveux verts 1948 de Joseph Losey. Mercredi 10 janvier 2024, 11h30, Novotel, du Châtelet. Dimanche après-midi, Roland préparait de nombreux plats. Une bonne et grande pizza qui serait coupée en petits morceaux pour accompagner l'apéritif. Un plat odorant de bœuf bourguignon accompagné de pommes de terre à l'eau. Il avait acheté du bon fromage de brie au goût succulent chez un fromager de la rue de la Rencontre. Je faisais cuire 2 galettes Picard, l'une aux pommes, l'autre à la frangipane. Roland fut agacé pendant ces préparatifs car il manquait de farine. Il me soupçonna de l'avoir jetée ou encore rangée dans un endroit improbable. Sa supposition était erronée. Il sortit acheter la farine qui lui faisait défaut au casino voisin qui dispose de caisses automatiques et reste ouvert le dimanche. Il sortit une deuxième fois pour acheter le pain. Simon arriva le premier, puis Marc, qui était seul. Delphine tardait, elle prenait un bain à l'étage au-dessus, dans leur futur appartement. Ils n'ont pas de baignoire dans leur logement actuel. Marc venait de courir dans un froid glacial. Il file en droite ligne dès qu'il entame l'un de ses fréquents joggings vers le bois de Vincennes, afin de s'extraire au plus vite de l'air pollué parisien. Il n'emmène pas son chien, un cocker roux de toute beauté, d'une intelligence exceptionnelle, très extraverti, affectueux, tonique et heureux de vivre. Mais courir derrière son maître ne représente pas pour lui la plus enivrante des panacées. Courir pendant des kilomètres, toujours au même rythme, derrière Marc, ne le réjouit pas. Il choisissait ses sorties avec circonspection lorsque nous étions à Querbillan. Nous passions là-bas cet été une grande partie de notre vie dehors et il bénéficiait alors de nombreuses possibilités de promenade entre mes propres propositions, celles de Roland, de Marc
ou de Delphine. Mais ce chien, au caractère bien trempé, se permettait de refuser purement et simplement toute balade lorsque Roland s'approchait de lui avec la laisse, s'apprêtant à sortir. Cet homme-là n'était pas drôle. Il marchait sagement, par prudence il ne le libérait jamais, il lui refusait de la sorte toute possibilité d'exploration revigorante parmi de savoureuses odeurs qu'il débusquait au sein des buissons le long des marais. Pire encore, il lui était interdit de plonger dans les vagues de l'océan, ce qui constituait pour cet exceptionnel nageur canin le plus délicieux des plaisirs. Simon a glissé dimanche, en début de soirée et entre deux gorgées de sa bière préférée, une remarque anodine. Nous sommes ensuite passés à d'autres sujets. La conversation était décousue et peu suivie, comme il est d'usage lorsqu'on se retrouve. Une semaine était passée depuis notre dernière rencontre à 5 autour de la table ronde et basse près de la télévision. Nous reprenions contact avec des bribes de phrases entrecoupées, diverses et répétitives, du style Alors, comment ça va? Et cette semaine, comment s'est-elle passée? Et le travail, pas trop compliqué? Chacun répondait, comme il pouvait, brièvement, avant qu'une autre question du même genre n'intervienne. Simon a donc énoncé, sans insister, au milieu de paroles diverses et variées, qu'il était bien content de pouvoir bientôt habiter seul dans son appartement. Il vit depuis 4 ans dans un joli logement en face de chez nous. Il y emménageait en novembre 2019, alors qu'il sortait de l'université et entamait son premier emploi dans un cabinet d'expertise comptable. Il quittait le boulevard de Tessier dans des conditions identiques à celles qu'avait connues Marc avant lui. Un appartement qui appartenait conjointement à Roland, à son frère et à sa sœur était libéré à la suite du départ d'un locataire. Simon avait 26 ans et Roland agissait comme il l'avait fait avec son fils aîné. Il considérait que l'éloignement de Simon, à l'âge qu'il avait atteint, lui serait bénéfique. L'appartement en question était l'un des plus beaux du 2 cours de Valbois. Être logé gratuitement par la famille était une bonne opération fiscale et financière. Il fallait profiter de l'occasion, un congé donné par un locataire n'était pas chose fréquente. Je gardais le silence cette deuxième fois, s'agissant de Simon, alors que se profilait à l'horizon son départ de la maison. Je m'étais, à l'inverse, vivement manifesté lorsqu'il avait été question que Marc nous quitte, car je n'avais pas compris en ce temps-là les différentes raisons qui poussaient Roland à retenir un logement pour son fils. Roland avait dû me dévoiler, très explicitement et sur ma demande, quels avantages pratiques et matériels étaient issus de cette décision de bonne gestion, mais aussi combien ce changement serait favorable pour l'évolution de Marc. Ce dernier aspect était celui qui importait à mes yeux. Le départ de Marc n'était cependant pas sans m'inquiéter. Je me demandais s'il supporterait de vivre seul. Cette inquiétude n'eut rapidement plus lieu d'être. Delphine était sa petite amie, et tous deux décidèrent alors de vivre ensemble. Exit donc à l'époque ma crainte de l'irruption chez mon garçon des tristes questions existentielles liées à la vie de célibataire. Nous réitérions en 2019 avec Simon l'aventure de la migration d'un de nos enfants de l'autre côté du boulevard. Je m'abstenais cette fois-ci de questionner Roland. J'avais compris que la crispation d'une mère relative à l'éloignement de son enfant n'était pas loin d'être pathologique. Je devais laisser faire, l'étape était nécessaire et normale, accompagner le mouvement était la seule attitude qu'il me restait à adopter. En juillet 2019, Roland et moi avons passé quelques jours à Londres. Simon y vivait depuis 2 mois. Sa dernière année d'études ne l'occupait pas assez et il avait été embauché comme plongeur dans un restaurant étoilé au sein du quartier de Chelsea. Nous apprécions de passer quelques jours avec lui. Nous avons fait la connaissance de son patron, un soir où nous dînions dans son excellentissime restaurant et où Simon peinait en sous-sol,
environné par la chaude vapeur émanant de l'évier où il décrassait des heures durant verres et assiettes avant de les enfourner dans un gigantesque lave-vaisselle. Le patron fut aussi charmant avec nous et dithyrambique sur les exceptionnelles qualités de Simon en cuisine qu'il se montrait autoritaire, cassant et inhumain avec lui. Il se comportait de même avec la plupart des autres employés. Simon nous avait raconté son comportement de patron. La cuisine respectait un fonctionnement quasi militaire, ainsi qu'il est fréquemment d'usage dans les grands restaurants. Roland et moi avions la chance de profiter des plaisantes qualités commerciales de monsieur le chef de cuisine et chef d'entreprise. Simon, lui, avait affaire au meneur d'hommes, en cuisine qui plus est, et qui était donc peu susceptible de se répandre en manifestations particulièrement conviviales. Le lendemain, nous dînions tous les trois dans un restaurant indien, près du cimetière de Brompton, et je fus soulagée d'entendre Simon nous dire qu'il proposerait sans doute à la rentrée d'emménager Courdevalbois avec un ou deux de ses amis. Je fus enchantée. Je n'avais fait aucun commentaire sur le projet de départ de Simon, mais lui, contrairement à Marc quand il nous avait quittés, n'avait pas de petit ami. Il mènerait donc une vraie existence de célibataire solitaire. Je n'avais rien dit, mais je n'étais pas rassurée. Ma propre vie de célibataire, de 23 à 28 ans, m'avait, pour ma part, menée en hôpital psychiatrique. Je ne voulais plus vivre. Ils furent trois, pendant 3 ans, dans l'appartement du cours de Valbois, et ne sont plus que deux depuis quelques mois. Simon ne demandait pas de loyer à ses amis. Il a apprécié la cohabitation, l'animation, les conversations, les fêtes, les soirées répétées et multipliées, surtout depuis l'arrivée d'Arthur, un jeune homme joyeux et plein d'entre-gens qui avait momentanément habité le Brésil et qui avait décidé de revenir en France, chez Simon précisément. Le pied-à-terre parisien mis à disposition au cours de Valbois, à 2 pas de la place Daumesnil, avait sans doute joué un rôle déterminant dans la décision d'Arthur de réintégrer le pays de son enfance. Simon avait bien vécu ses premières années hors du toit familial, dans un appartement où il n'était pas seul. Mais l'envie lui était venue, le temps passant, de vivre plus paisiblement. À peine exprima-t-il ce désir à Benjamin, le premier de ses colocataires, que celui-ci, élégamment, gentiment et rapidement, trouvait une autre façon de se loger. Arthur, en revanche, qui ne cessait de dire qu'il cherchait activement une autre habitation, ne faisait visiblement pas les efforts nécessaires en ce sens. Des mois se sont écoulés, puis une année qui fut ensuite largement dépassée. Les relations entre Simon et Arthur se sont tendues. Arthur eut, de plus, la riche idée de faire un dernier aller-retour au Brésil pour rapatrier son chien, un animal méchant, lunatique, mal dressé et qui ne satisfait pas aux plus élémentaires exigences de la propreté canine dans une maison. Il eût été dommage que d'excellents amis, comme l'étaient à l'origine Arthur et Simon, en arrivent à se fâcher pour la seule raison que Simon s'était montré hospitalier. La question est maintenant résolue. La quête d'Arthur fut enfin couronnée de succès et il devrait s'installer dimanche prochain dans une modeste chambre, petite, mais bien située au cœur du quartier latin. Simon respire. Il savoure d'avance, nous a-t-il dit dimanche soir, le calme et la tranquillité de son appartement. Une nouvelle étape commence pour lui, celle de la solitude, qu'il retrouvera chaque soir après le travail. J'aimerais que mon garçon ne rencontre pas les démons que j'ai moi-même connus